Kuransujin Ohayo. Si vous pouvez voir les fabuleux levers de soleil du Japon, c'est que vous avez survécu à la nuit et aux terribles créatures qui s'y cachent. Ces créatures, elles sont issues d'un bestiaire imaginaire extrêmement prolifique, ce sont les yokai. On traduit volontiers yokai en démon, sauf que le yokai a une connotation beaucoup moins religieuse que le démon ne peut en avoir en Occident. Monstre alors. Sauf que les monstres sont forcément à la fois affreux et malfaisants. Un yokai, il n'est pas forcément ni l'un ni l'autre. Esprit alors? Eh ben non plus, parce que c'est pas forcément des êtres désincarnés. Alors quoi? Yokai, ça s'écrit avec les kanji qui signifient ensorcelant et apparition, mystérieux. Donc accordons-nous pour dire créature surnaturelle. Des yokai, il en existe plein. Des beaux, des affreux, des drôles, des carrément flippants, des connus, des inconnus, des gentils, des méchants, des farceurs, des mortels, bref. Je vais vous en présenter quelques-uns, pas forcément les plus connus, mais en tout cas mes préférés. Alors je vous préviens tout de suite, on ne va pas parler ni de tanuki ni de kitsune, parce que ce sont deux créatures qui sont tellement connues et tellement présentes dans les différents folklores japonais qu'ils vont chacun mériter leur petite vidéo personnelle. On va commencer tranquille avec un esprit presque chou, Ushirogami. Comme son nom l'indique, Ushiro ça veut dire derrière en japonais, il aime bien apparaître derrière les gens pour leur faire peur. Son petit truc c'est vraiment d'apparaître derrière les jeunes femmes, de préférence à la nuit tombée. Il aime bien soit leur tirer les cheveux, soit leur défaire les tresses, enrouler leurs longs cheveux noirs autour de ses doigts noueux. Alors il n'est pas vraiment méchant, il aime juste faire peur aux gens. C'est pas très agréable quand on est victime, mais en somme on risque rien. Donc on commence tranquillement. Bon, ça c'était pour ce qui est des esprits, mais il y a aussi plein de yokai qui ont forme humaine ou presque. Et parmi eux, le Nurariyo, comme ça. Alors ne vous fiez pas à son apparence de vieux pépé, ne vous fiez pas non plus à son nom qui veut dire la gourde glissante, ce qui est assez rigolo. C'est le plus puissant des yokai. On l'appelle généralement le commandant suprême des monstres. Rien que ça. Il arrive généralement la nuit à bord d'un palanquin richement décoré avec toute une petite cour qui le suit et il entre dans une maison et il apparaît comme un vieil homme tout fripé. On le compare généralement à un poisson-chat avec un crâne très allongé, ce qui lui donne son nom de gourde glissante justement, et il s'installe dans la maison comme si c'était chez lui. Et ça choque absolument pas les habitants, il se comporte comme un membre de la famille, généralement même comme le maître de maison. Il s'attable, il mange avec eux, il se réchauffe au coin du feu, il peut rester là quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et puis au final il va finir par partir. Il n'y a absolument aucun moyen de s'en débarrasser, il faut juste attendre qu'il parte de lui-même. Il n'est pas méchant, enfin si on prend en compte que c'est quand même le commandant suprême de tous les autres yokai, il n'est pas là pour vous faire du mal. Juste il s'invite. En gros c'est un squatter, mais un squatter cool. Alors évidemment les yokai ne sont pas tous masculins, il y a plein de femmes et parmi ces femmes il y a la Nureonna, la femme humide. Non c'est pas drôle. La femme humide parce qu'elle vit au bord de l'eau, humide parce que de l'eau, pas humide parce que... Laissez tomber en fait. C'est une femme, en tout cas c'est une femme jusqu'à la taille. En dessous c'est un espèce de gigantesque serpent. Alors elle n'est pas très agressive en soi, enfin elle n'est pas cool non plus, hein, mais en fait elle va se balader sur les rives et elle va avoir un paquet dans les bras, comme ça, et elle va vous demander un coup de main, ou elle va demander aux marins, elle va demander aux pêcheurs, elle va demander à tous les passants de lui tenir son bébé. Elle a pas l'air méchante, elle a plutôt l'air assez inoffensive, c'est une petite jeune femme, bah vous allez l'aider, donc vous prenez son bébé dans les bras, vous vous rendez compte que soit c'est un bébé mais il est mort, déjà c'est pas cool, soit c'est une pierre, et là le paquet va devenir hyper lourd, mais tellement lourd qu'il va vous clouer sur place et que vous n'arriverez même pas à le lâcher, et alors là elle va avoir tout le loisir pour s'enrouler autour de vous et vous vider de votre sang. Bon, tout ça c'est pour des esprits, des personnages relativement humanoïdes, on s'appuie quand même sur quelque chose. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont eu des esprits suffisamment prolifiques et une imagination suffisamment débordante pour sortir des trucs absolument incroyables, et parmi ces trucs il y a le suiko, littéralement le tigre des eaux, et le kappa. Dans les deux cas ce sont des créatures des eaux, ils vivent proches des rivages, donc dans les eaux peu profondes, la mer, les lacs, les rivières, peu importe. Les kappas aujourd'hui ils ont un look un peu mignon, ils ressemblent à des enfants
mais souvent des enfants un peu vieux, genre Benjamin Button. Généralement, on les dessine sur les panneaux pour avertir quand il y a des eaux un peu dangereuses. Par exemple, quand il y a un barrage et qu'on veut dire aux gens de ne pas se baigner parce que c'est dangereux, on va dessiner un petit kappa qui aura les mains en l'air et qui dit « S'il te plaît, ne te baigne pas, c'est dangereux !» Ou alors un petit kappa qui va dire, je sais pas moi, « Ne jette pas tes ordures ici, c'est ma maison !» Voilà. Je fais peut-être pas extrêmement bien le kappa non plus, hein. On va dire que c'est une vue d'artiste. Le Suiko, en revanche, c'est comme un kappa, mais en vachement plus méchant. Ils ont le corps d'un enfant, mais ils sont recouverts d'écailles aussi épaisses que celles d'un pangolin. Ils ont des griffes, exactement comme les tigres, sauf que ces griffes, ils les ont sur les genoux. Comme ils sont plus féroces que les kappas, ils sont un petit peu au-dessus dans la hiérarchie des yokai. Ils réfèrent directement à Ryuho, qui est le grand roi dragon des océans et plus globalement des étendues d'eau en général. Et c'est justement pour garder cette position un peu dominante face aux kappas qu'ils sont si méchants. La technique du Suiko, c'est de se saisir d'un humain imprudent qui passe un peu trop proche de la rivière à la nuit tombée et de les noyer. Ensuite, ils les vident de leur sang, ils dévorent leur âme et ils rejettent les corps sur la berge. La seule façon de tuer un Suiko, c'est de récupérer le cadavre de l'une de ses victimes. Donc déjà, c'est pas cool. Mais au lieu de lui faire tous les services funéraires, etc., qu'on fait généralement quand il y a quelqu'un qui est mort, il faut laisser le cadavre sur la berge, construire une petite hutte de paille autour du cadavre et le laisser là. Le Suiko, il est assez fier quand même d'avoir tué quelqu'un, donc il va venir, il va danser autour de la hutte, il va pas vraiment réussir à s'en éloigner et il faut attendre que le corps pourrisse. Au fur et à mesure que le corps de la victime pourrit, je sais c'est dégueulasse, au fur et à mesure que le corps de la victime pourrit, le corps du Suiko va également se décomposer jusqu'à la mort de la créature. Je sais pas qui a imaginé un truc pareil, mais c'est absolument affreux. On va quand même monter d'un cran dans l'horreur avec un yokai bien dégueulasse, le Wanyudo, la roue du prêtre. C'est littéralement une tête qui a été rasée, comme la tête d'un moine, sauf que lui, il est rasé pour se repentir de ses péchés, et cette tête, elle est emprisonnée dans une roue enflammée. Ce sont littéralement les serviteurs des enfers, et ils roulent, ils se baladent, on va dire, sur Terre un petit peu comme ils veulent. Alors, ils roulent, ça a l'air assez ridicule, hein, effectivement, sauf que la roue, elle est enflammée, parce qu'ils souffrent continuellement des flammes qui leur dévorent le crâne, les Wanyudo ont envie de répandre la peur et la douleur autour d'eux. Il y a une légende comme ça qui raconte qu'une femme était à sa fenêtre et elle a vu passer un Wanyudo dans la campagne. Évidemment, elle n'a pas pu en décrocher son regard parce que c'était à la fois une vision d'horreur mais en même temps elle était extrêmement surprise. Et quand le Wanyudo s'est rendu compte qu'elle le regardait, il lui a dit qu'elle ferait mieux de s'occuper de son enfant qui pleure plutôt que de le regarder lui. Alors elle se tourne, elle regarde son enfant et là elle voit son gamin qui baigne dans son sang et qui est démembré. Horrifiée, elle regarde à nouveau le Wanyudo et elle le voit partir, j'ai presque envie de dire au galop, mais on va dire en roulant dans la campagne avec les membres du bébé dans la bouche en ricanant. Je sais pas si on peut faire plus dégueulasse que ça. Alors on va redescendre un cran dans l'horreur, même si on redescend pas franchement dans la cruauté, le Gashadokuro. C'est un immense squelette qui a été formé par le désespoir, la colère et la rancœur des cadavres qui ont été laissés sans sépulture. Généralement, ils se forment aux alentours des champs de bataille. Donc, généralement, c'est les cadavres des soldats, les squelettes des soldats qui se rassemblent pour faire un immense squelette. Il peut également être invoqué par de très grands sorciers, très puissants, parce qu'il faut quand même la maîtriser, la bête. Et il n'y a absolument aucun moyen de s'en débarrasser. Il va errer dans la campagne, s'emparer des voyageurs imprudents, les broyer entre leurs mains et leur dévorer la tête. Le seul truc qu'on peut faire, c'est s'enfuir et attendre que petit à petit, le désespoir, la colère, la rancune, tout ça, ça s'estompe, ça s'efface jusqu'à ce que finalement la créature disparaisse d'elle-même. Alors dans le genre vachement moins méchant, mais quand même vachement connu, il y a le Kasaoba qui est l'esprit ombrelle. Lui, il est assez rigolo. C'est un parapluie refermé, unijambiste, avec un œil et deux bras.
Il n'est pas méchant, il est juste farceur. Il aime bien les jours de pluie, quand les gens n'ont pas de parapluie. Soit il se fait passer pour un parapluie normal pour qu'on le prenne, et au moment où on le met sur sa tête, il commence à vous chatouiller les oreilles avec ses bras. C'est bizarre. Soit il va sautiller derrière vous, sans bruit, et il va vous lécher la joue. C'est pas méchant, il va pas vous pousser sur les rails du train, il va pas vous noyer, il va pas dévorer votre âme, il va pas sucer votre sang, il veut juste vous faire peur. C'est pas cool quand on est victime, mais quand on raconte l'histoire, c'est quand même plutôt rigolo. Dans le genre yokai connu, il y en a forcément un que vous connaissez sans forcément savoir que c'est un yokai, c'est le Maneki-neko. Littéralement, le chat qui invite. Comme quoi, les yokai sont pas forcément ni farceurs ni malfaisants. Alors il y a plein de légendes autour du Maneki-neko, ce serait le chat d'un couple de commerçants, ce serait le chat d'une jeune fille, enfin il y a plein d'histoires. Mais moi je vais vous en raconter une, qui est je pense ma préférée, qu'on trouve dans un temple, le Gotokuji, qui est à Tokyo. Il y avait un moine très pauvre. Le temple, le Gotokuji, était tout petit, délabré, le moine n'avait pas d'argent, mais il refusait de se séparer de son unique bien, son chat. Un jour de pluie, le moine est en train de prier au sein du temple, un petit temple tout cassé, et son chat, il est dehors, juste abrité un petit peu sous les premières planches du temple, et il se lèche tranquillement comme un chat. Arrive à ce moment-là un seigneur à cheval, tout mouillé. Il était tranquillement en train de chasser quand il s'est fait surprendre par l'orage, et il s'abrite sous un pin, et puis il regarde le chat tout grelottant comme ça, et le chat se lèche la patte et passe la patte derrière son oreille pour se laver. Comme un chat. Et ce geste-là fait croire au Seigneur que le chat l'invite, comme s'il lui disait, parce qu'au Japon, en France, on dit aux gens de venir comme ça. Au Japon, on fait comme ça. On met la main vers le bas. Donc quand le chat fait ce geste-là, c'est comme s'il invitait le Seigneur à s'approcher. Donc le Seigneur quitte son abri, il s'approche avec son cheval, et au moment où il arrive au niveau du chat, il y a la foudre qui frappe le pin sous lequel il s'était réfugié. Donc le Seigneur, il est forcément hyper reconnaissant envers le chat, parce que le chat lui a quand même sauvé la vie. Enfin, il se lavait surtout, mais on va dire qu'il lui a sauvé la vie. Et donc le Seigneur va offrir des terres, va offrir du grain, va offrir de l'or au prêtre et à son chat pour qu'il puisse avoir une vie prospère et heureuse. Le prêtre va pouvoir retaper tout son temple, qui aujourd'hui est très beau et prospère. Et c'est comme ça que le Maneki-neko est devenu cette figure du petit chat avec une patte levée, puisqu'il fait comme ça, et qui est une figure de prospérité qui attire généralement à la fois la chance, le bonheur et la fortune. Mais tous les nekos sont pas forcément des gentils nekos. Les bakeneko, par exemple, ils sont vachement moins sympas. Ce sont des chats qui ont vécu plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines d'années, et qui, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, récupèrent des pouvoirs. Par exemple, ils vont pouvoir créer des petites boules de feu au bout de leur queue. Et ils s'en servent pour foutre le feu à la maison de leur maître. C'est quand même pas sympa. Quand le maître meurt, ou quand ils tout simplement tuent leur maître, ça arrive régulièrement, ils vont se métamorphoser et prendre la place du maître pour vivre tranquillement la vie du maître. Et quand la situation commence à se corser, qu'on commence à se douter que le maître est peut-être pas vraiment le maître parce qu'il a quand même une attitude un peu étrange, etc., il va se transformer en chat, prendre la poudre d'escampette, trouver une nouvelle maison, s'installer et recommencer. Donc quand même pas super sympa. Alors peut-on faire pire? Mais oui, il y a les cachas, les véhicules de feu. Bon alors rien à voir avec Fast and Furious, calmons-nous tout de suite. C'est des chats qui ont une forme de chat normale et qui vont s'en prendre au service funéraire. Vous allez venir pour rendre les derniers hommages dans un temple à un membre de votre famille qui est décédé. Et à ce moment-là, le chat va prendre forme humaine, il va s'emparer du cadavre et il va s'enfuir pour le dévorer. Alors, il fait pas de mal aux êtres humains encore vivants, je veux dire, il les tue pas, contrairement aux bakeneko, mais je trouve quand même que s'emparer d'un cadavre pour aller le bouffer dans un coin, c'est quand même un peu dégueu. Bon alors juste un dernier pour le plaisir parce que je l'aime vraiment beaucoup, Shirime, ou plus poétiquement, l'œil du cul. Alors, vous marchez dans la rue le soir et il y a quelqu'un devant vous qui marche aussi tranquillement. Et quand vous arrivez presque à sa hauteur, cette personne va se pencher en avant, relever ses vêtements, vous montrer ses fesses, écarter ses fesses, sauf que
À l'endroit de son entrefesse, il n'y a pas un joli petit anus, il y a un œil immense et globuleux qui vous regarde fixement. Évidemment, il ne va pas vous faire beaucoup plus de mal que ça, mais voir votre visage à la fois extrêmement surpris et horrifié, ça va beaucoup le faire rire et il va généralement s'enfuir comme ça, les fesses à l'air en tenant ses vêtements et en courant de façon un peu grotesque. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas méchant et il est tellement ridicule que quelque part il en est presque sympathique. Presque, hein. J'ai pas très envie de le croiser le soir quand je rentre chez moi, hein. Soyons clairs. Je ne suis pas si bizarre que ça. Alors tous ces êtres monstrueux, maléfiques, étranges, ils ont toujours existé dans le folklore japonais, mais ils sont devenus extrêmement populaires pendant la période d'Edo. À partir de là, il y a des artistes extrêmement célèbres, jusqu'à Hokusai lui-même, qui se sont amusés à les dessiner, à les croquer sur des bouts de papier. Et c'est vrai qu'on aimait bien se faire peur à l'époque en échangeant quelques dessins de yokai un peu célèbres. Aujourd'hui encore, il y a des yokai qui sont très récents, enfin, c'est pas vraiment des yokai, mais on est quand même dans cette tradition un peu horrifique. Hanako-san par exemple, Teke-Teke, tout ça c'est des créatures monstrueuses, imaginaires, un peu folkloriques. Franchement, on n'est pas loin du yokai. Si vous vous êtes pris de passion pour les yokai grâce à cette vidéo, déjà merci. Mais ensuite, je vous conseille le site yokai.com, facile, qui est extrêmement complet et très bien renseigné. Pour ceux qui préfèrent le papier ou que ça gonfle de lire en anglais, achetez le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. Il y répertorie plus de 500 créatures. Chaque description est agrémentée de sa petite anecdote du genre « Quand j'avais 4 ans, j'ai cru voir tel yokai ». Mais surtout, ils sont tous accompagnés de leurs petits dessins. C'est vraiment le livre parfait à ouvrir de temps en temps. Pour conclure, je vais juste vous dire que les nuits d'été, on peut croiser une parade de centaines de démons, le Hyakiyako, et chaque humain qui croise cette parade risque la mort à moins de n'être protégé d'un sutra. Donc prudence si vous vous promenez les nuits d'été sur les routes du Japon. Sur ce conseil, sans doute aussi sympathique qu'il est inutile, je vous dis merci d'avoir regardé. Kyotsukete, soshite, matane!